Voilà, bienvenue à cette table ronde qui se veut totalement informelle, c'est-à-dire qu'on attend vraiment de vous que vous veniez avec vos questions et nous avons des professionnels du jeu qui sont à votre disposition. Vous allez pouvoir torturer avec vos questions. Si, rapproche-toi. Donc, dans l'ordre d'arrivée, Gaëtan Bojano de Forge Next. Forge Next qui est un agent ludique. Il faut savoir qu'en Europe, je pense qu'on peut en compter 2, voire 1,5, je ne sais pas, qui sont en fait, c'est quoi un agent ludique? Vous connaissez le principe de l'agent artistique pour un musicien, donc il va prendre un peu sous son aile les prestations d'un musicien et le placer sur des salles de concert ou sur des festivals. Un agent ludique, c'est quelqu'un qui prend sous son aile son talkie-walkie et qui le coupe, et qui prend donc un jeu, un prototype qui lui plaît, et qui va l'amener chez divers éditeurs pour finalement le faire signer et pour qu'il arrive finalement sur les étagères d'un magasin. C'est le pont idéal entre la création et l'éditeur sans que l'auteur soit obligé de passer à travers les différents festivals, de faire une espèce d'un pèlerinage absolument gigantesque à travers tous les événements pour finalement que le jeu devienne un vrai jeu, on va dire, sur une étagère. Merci Gaëtan d'être là parmi nous. Tu peux te détendre. Nous accueillons également Hervé Marly, puisqu'il n'a pas envie qu'on le présente. Hervé Marly est un auteur de jeu qui débute, on va dire. Vous connaissez sans doute Les Loups-garous de Tierce-Lieu. Il est le co-auteur de ce jeu. On a eu le jeu du Fictionnaire aussi. On a eu un jeu... Comment ? Petit meurtre et fait divers, effectivement. C'est un fameux jeu où vous devez improviser, essayer de vous dépatouiller face à une accusation éventuelle parce qu'il y a eu un meurtre quelque part. Donc Hervé est connu pour Skull and Roses. Vous connaissez Skull and Roses? Qui n'a jamais joué à Skull and Roses? Ouais, donc super gros succès. Et Phantom Society qui est sorti chez Funforge il y a très peu de temps, qui est un jeu aussi très éclectique. Et le Monopoly, mais ça, il ne veut pas qu'on le sache. Donc voilà, merci beaucoup Hervé d'être parmi nous. Et non, essaye quand même de répondre à une ou deux questions. Et Guillaume Gigleux, qui a un passé très condensé, mais très expérimenté, puisque... Merci Jasper. Donc Guillaume Gigleux qui travaille pour l'instant avec toute l'équipe TrickTrack, donc tricktrack.net, site de référence francophone du jeu de société. Il y en a un autre dans la salle que je salue qui est Ludovox. Bonjour les amis. Guillaume a également travaillé chez Philosophia, éditeur québécois qui a finalement travailler avec Guillaume pour avoir une antenne en France et participer à la communication de ces jeux-là en France. Donc Guillaume est passé du côté éditeur au côté journalistique et en plus il est capable d'expliquer des jeux avec ses mains puisqu'il fait de la langue des signes. Ce qui n'a rien à voir avec le sujet du débat, mais c'est quand même pas mal de poser voilà, exactement. Donc si on parle tous trop fort, on demandera juste à Guillaume. Voilà, donc vous avez un agent ludique, un éditeur, un journaliste ludique, il manque plus que vous, en fait, avec vos idées. Quelle serait peut-être la première question ? Oui, l'éditeur, d'accord, mais finalement, le sujet ici, c'est j'ai un prototype sous le bras, quel est le chemin que je dois faire pour arriver chez un éditeur ? Et peut-être, en fait, se dire quelles sont les choses à ne pas faire, quelles sont les choses que je devrais faire, que je devrais préparer. Et donc, on peut peut-être passer par différentes... On va commencer par Hervé. Qu'est-ce que tu en penses, vu que tu as une cuillère en bouche ? C'est à moi de parler. Oui. Oui, alors je vous propose, si vous avez des questions à poser, vous levez la main, je vous apporte le micro, parce que comme ça, on peut enregistrer ça, et on a un son merveilleux, et on peut se réécouter à l'envie. Allô, oui, ça marche. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux public. Ça fait chaud au cœur. J'adore venir en Belgique, dans ce plat pays qui est le vôtre, et qu'on vous laisse, hein. Non, alors tous les Français disent systématiquement on adore les Belges, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai. C'est toujours un grand plaisir de vous fréquenter, de jouer avec vous, les prototypes ou n'importe quoi, parce que vous êtes des gens avec un certain relief, hein, même s'il n'est pas sur le paysage.
Donc, je m'excuse d'avance. Je m'excuse d'avance pour les gens qui vont tester mes prototypes. Donc Hervé, typiquement, à partir du moment où tu crées un prototype, on sait d'ailleurs que tu es venu avec des prototypes. C'est quoi la démarche d'un auteur comme toi tu l'as vécu? Il faut savoir que les loups-garous de Tierce-Lieu ont fêté leurs 10 ans il y a quelques années. Donc tu as vu naître un petit peu cette explosion ludique. Il y a plusieurs démarches. Il y a la démarche ridicule avec les pieds écartés vers l'extérieur. Bon, non. C'en est une. Ouais. Moi, je peux simplement parler de ce qui se passe pour moi, évidemment. Hein. Pour les autres, ça va être un peu compliqué. Puis j'aurais surtout besoin que vous me posiez des questions auxquelles j'essaierai de répondre intelligemment. Hein. J'avais préparé des trucs super, de brosser un portrait sur la création ludique internationale avec une petite pointe d'ironie, mais beaucoup de références culturelles. Mais je vais essayer de faire autrement. Le principe, c'est de toute façon, c'est l'envie. C'est toujours une envie qui m'a fait démarrer sur quelque chose qui pourrait devenir un jeu. Et cette envie, elle se résume en général à une idée seulement, maîtresse, qui va être quelque chose que je vais essayer de retrouver au bout de mon cheminement intellectuel. J'adore dire ça. Pour développer un jeu. Mais ce truc, c'est que cette idée-là, elle doit baigner l'ensemble du jeu, mais ne pas contraindre l'évolution du jeu dans des chemins qui seraient tracés à l'avance. En fait, il n'y a pas vraiment de chemin tracé à l'avance. Au départ, l'idée, l'envie que j'ai, je laisse mon intellect flotter dans des directions complètement diverses, sans me restreindre dans des mécaniques particulières ou dans des développements qui me semblent justifiés ou que je retrouve dans d'autres jeux. Donc la première étape, c'est partir d'une idée. On sait qu'on veut arriver quand même quelque part vers un jeu qui se joue, mais entre les deux, il va y avoir tout un tas de chemins expérimentaux qu'on peut explorer, de choses qu'on ne doit pas s'interdire. Puis, petit à petit, forcément, il y en a qu'on va laisser tomber parce qu'on s'aperçoit que c'est de la merde, et d'autres où on sent que ça va bien. Donc ça fait peut-être des itinéraires un peu compliqués, mais on arrive forcément à quelque chose à un moment qui fonctionne. Et le truc le plus clair qui puisse arriver à un auteur de jeu pour lui donner l'indication que ça c'est bien, que c'est la bonne voie, c'est qu'en général on dit bah ouais, c'est super simple comme idée. Voilà. C'est un peu ce que tu as vécu sur Skull and Roses, parce qu'on sait que Skull a ses 10 ans de développement. Ouais. Quand on dit ça, on dit quoi? Et pourtant, oui, tu es passé par des années de développement. Ouais, je te remercie de cette intervention. Avec grand plaisir, n'hésite pas. Hein. Tu sais que c'est extraordinaire. Hein. Ouais, je sais bien. Comment tu as bien compris ce que j'ai voulu exprimer. Ouais, on en reparlera après si tu veux. Ouais. Donc c'est exactement ça. En Skull and Roses, c'est un jeu, en fait, les règles sont très 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 simples, mais elles sont fondamentales dans le jeu. C'est-à-dire que si on les modifie, le jeu n'est plus intéressant du tout. C'est devenu de la daube. Et en fait, pour arriver à élaborer, bon d'abord d'enlever tout le gras du jeu et d'arriver à l'essentiel, et surtout il y a 2-3 phases qui sont super importantes, ça m'a pris un temps fou en fait. Et maintenant ça paraît complètement évident. On se dit mais c'était pas la peine de réfléchir aussi longtemps pour trouver ça. Donc ça, si un jour vous faites donc des jeux, n'en faites pas trop s'il vous plaît, hein, y a beaucoup d'auteurs déjà. Ah dis donc, on entend mieux comme ça. Vous entendez au fond quand... Ça va ? Non, parce que si vous n'entendez pas, il faut le dire. Parce que, si... Parce que tu pourrais recommencer tout, parce que comme ils n'avaient pas bien entendu. Oui. Donc le truc, c'est que si vous êtes auteur, si vous voulez faire un jeu, il faut qu'en fin de compte, à la fin de votre processus, quand le jeu, quand même, ça y est, il est développé, il marche, il faut que ça paraisse évident. Hein, il faut que ça paraisse évident. Mais même si c'est un développement, quelque chose d'original qui n'avait pas été fait avant, il faut malgré tout que ça ne heurte pas quelque chose. Il faut que ça coule de source. Même si c'était n'existait pas avant. Et alors justement, je suis en train de penser à quelque chose. Là, il y a un proto donc, que je fais tourner et je suis embêté. Je suis embêté. Parce qu'il y a des règles que je voudrais faire fonctionner dans ce proto qui s'appelle interdit d'interdire. Et ça ne me va pas bien. Ça ne me va pas bien parce que ça coule pas naturellement dans le comportement durant le jeu. C'est un jeu d'ambiance, hein, c'est un jeu de communication comme je fais en général. Et je sens bien que les joueurs, ça les bloque. Ils n'arrivent pas à suivre cette règle. Donc mon truc, là, en ce moment, j'essaye de faire en sorte que ça ne les bloque pas, que ça ne les frustre pas pendant le jeu, ce qui est quand même dommage dans un jeu d'ambiance d'être obligé de se contrôler. Hein. J'aime bien les jeux où on ne se contrôle pas, où les règles nous permettent de nous libérer. Donc là, mon problème, c'est ça. Comment je vais faire
pour retrouver la règle dont j'ai besoin quand même pour, entre parenthèses, on va dire comptabiliser les points, mais que cette comptabilisation de points ne doit pas gêner c'est un peu ce qu'on a vu hier soir chez toi, hein, doit pas gêner... Ça, c'est fait. Ne doit pas gêner l'intérêt du jeu. Et ça, c'est difficile. Mais ça fait partie des trucs qu'il faut apprendre quand on fait auteur de jeu. Du coup, voilà. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais. On y reviendra plus tard si tu veux. Mais... Oui, avec grand plaisir. Ah oui, si vous avez des questions aussi, ça, on peut y revenir. Donc je passe le micro, c'est ça? Écoute, vous avez des questions jusqu'à là, ou vous avez une idée de jeu et vous dites tiens, j'aimerais bien justement discuter avec Hervé Marly qui pourrait nous en parler pendant des heures. Qui pourrait nous emmerder pendant Mais des Guillaume, heures, c'est bien ce que tu as dit. Hein, on en reparlera tout à l'heure. Mais Guillaume avait levé le doigt. Donc. Juste par rapport à l'originalité d'une création, là je vais me replacer à l'époque côté plutôt philosophia, où on rencontre c'est arrivé, où on rencontre des auteurs qui arrivent avec forcément une idée, une opinion très forte sur le jeu qu'ils ont créé. Et c'est pas là-dessus que portera mon propos, puisque c'est bien normal. S'ils veulent le défendre, s'ils l'apprécient, s'ils l'ont créé ainsi, c'est qu'ils y croient. Mais pour cette originalité de la création, je pense qu'un soupçon de culture ludique, alors c'est peut-être un mot un peu trop grand, parce qu'il n'y a peut-être pas besoin de tous ces beaux mots pour dire ça, mais un soupçon de culture ludique peut être le bienvenu. On pourrait dire non, je ne veux regarder aucun jeu parce que ça me permettra de ne pas être influencé et donc de créer un prototype qui sera neuf, nouveau, novateur. Je pense a priori, mais ce n'est que mon avis, qu'un tout petit peu d'humilité en se disant si moi j'ai eu cette idée-là, il est fort possible. Il est possible, je ne dis pas que c'est vrai, parce qu'il y a des nouveaux mécanismes qui arrivent, donc des idées originales, mais il est fort possible que 10, 20, 30 autres personnes dans le monde que je n'ai jamais rencontrées, qui donc ne sont pas des copieurs vilains et méchants, ont eu aussi cette idée. Et donc, alors je ne sais pas comment le vit Hervé plutôt de l'intérieur, je ne sais pas comment... ouais, donc tu vois, avec violence, je ne sais pas comment Gaëtan va réagir quand on te montre des prototypes avec une absence apparente au moins justement d'originalité. Alors quand je dis originalité, c'est pas forcément du nouveau, hein, la cuisine, les ingrédients de la cuisine n'ont rien d'originaux, et pourtant on arrive encore à faire différents types de plats, différents types de cuisine, différents types de mariages de goût. Donc avoir des mécanismes connus mais les arranger différemment, ça reste tout à fait possible et entendable. Et donc avoir cette culture ludique, je pense que ça permet d'avoir une meilleure approche et de son prototype, et donc ensuite des éditeurs auxquels ils vont s'adresser avec un peu plus de chance peut-être de les intéresser. Voilà. Mais donc effectivement, Gaëtan, merci Guillaume. Toi, tu as l'occasion de rencontrer énormément de prototeurs. Je vous invite à ingérer et utiliser ce néologisme belge. Ouais. Comment est-ce que, si je suis auteur de jeu, comment est-ce que je vais présenter mon jeu avec l'humilité dont Guillaume parlait? C'est-à-dire, moi j'ai déjà reçu des coups de fil de personnes qui me disent voilà, bonjour monsieur, j'ai inventé un jeu, je vous appelle pour savoir comment est-ce que je le vends. Ah, et ça, c'est pas simple. C'est pas simple de répondre à ça. Et on a envie de lui dire, mais est-ce que vous avez fait jouer d'autres personnes de votre famille, etc. Donc, mais tu le vends qui? Mais ils ne le savent pas encore. Bah voilà. Donc la question, c'est ça. La problématique, c'est déjà tu fais appel à un agent. C'est toujours le truc plus simple de mon côté. Non, le vendre, on aurait tendance à le dire à un éditeur. Et là, je reviens complètement à ce que dit Guillaume. C'est indispensable d'avoir, pour moi, une culture ludique. Là, tout à l'heure, on a fait 3 heures de speed dating avec les auteurs qui sont présents ici. Dans un des jeux que j'ai fait, le speed dating s'est terminé en 45 secondes. J'ai sorti mon iPhone, le jeu il est là, édité par Hasbro, il y a 3 ans. C'est typiquement ça, et ça on le voit tout le temps. Et c'est super frustrant parce qu'il était bonne, effectivement, était tellement bonne que quelqu'un d'autre l'a déjà eu. Mais ça, j'en vois 10 à 15 par an minimum. Sans compter les ressuscités les classiques dans tout le domaine du jeu, les nouveaux Monopoly, les nouveaux jeux de loi, les nouveaux tout ça. Voilà. Après, pour le vendre, ça c'est une chose, c'est d'avoir quelque chose, d'avoir quelque chose à vendre. Après, la manière de le vendre, c'est carrément autre chose. Est-ce que c'est l'auteur? Alors souvent, c'est la même réflexion. Est-ce que l'auteur est le mieux placé pour vendre son jeu? Ça devrait être quoi? Les joueurs qui y ont joué, qui en parlent? Qui serait le meilleur porte-parole
d'une création ludique alors vers un éditeur ou vers un agent? C'est pas simple. Alors, un auteur, ça suffit pour le vendre à un agent, parce que c'est notre boulot, nous, de le vendre derrière. Donc, c'est à nous d'aller chercher la bonne idée. Je reprends toujours le même exemple hein, sur un auteur qu'on a vu tout à l'heure. On avait un quart d'heure pour présenter. À un moment donné, j'essaye de couper l'auteur pour lui dire stop. Il est où ton point d'originalité? C'est le dernier truc qu'il m'a expliqué au bout d'un quart d'heure, quoi. Il aurait commencé par là. J'aurais dit ok, c'est bon. Ça, ok, il faut partir là-dessus, il faut travailler. C'est à nous de le faire. Après, vendre un jeu, c'est un autre métier. Savoir le vendre à un éditeur, c'est un autre métier. Tu as deux méthodes de le faire. Soit tu es un auteur connu et reconnu, tu as un peu moins de boulot à faire. Donc là, je sais pas comment. Hervé, tu as ton propre réseau. Toi, beaucoup avec lui-même, beaucoup avec Philippe, peut-être, mais pas que. Mais tu vends pas un jeu quand tu es connu que comme tu es un simple auteur. Parce que déjà, tu as aussi la marque. De toute manière, le truc le plus simple, c'est de dire savoir que son jeu correspond à une catégorie, public, gamer, familial, enfant, et derrière, toujours de remonter, c'est ça l'originalité de mon jeu, c'est là où est sa force en fait. Il faut être commercial en fait. Oui. Et il faut arriver à se détacher du côté créatif, parce que quand tu es auteur, quand même, tu mets quand même beaucoup de toi dedans, pour pouvoir arriver à vendre le produit en fait. Et c'est peut-être là aussi, nous, notre force sur certains jeux, c'est d'arriver à faire ça. Après, il y a des auteurs qui sont très doués là-dessus. Hein. Moi, je prends Bruno Catala, je prends ce genre d'auteurs-là, ou Antoine, c'est bon, quoi. Je veux dire, ils savent vendre leur jeu, ils savent faire ça. Après, j'aurais tendance à dire c'est un autre métier, c'est une autre corde à ton arc. Il y a des auteurs comme Dominique Erhardt, pour ceux qui le connaissent, hein, qui passaient justement par un ancien... Marrakech, voilà, exactement. Qui est passé par What's Game, c'est ça, je crois, l'ancienne agence française qui était fait par les anciens auteurs, les auteurs d'Abalone. Et lui, il ne veut pas faire cette démarche-là. Il passe que par agent parce que il veut pas avoir cette démarche commerciale, parce que purement, c'est ça, quoi. Donc vendre un jeu à un éditeur, c'est ça. Guillaume. Je repense aussi à un autre élément. Vous avez votre idée avec l'intelligence créative qu'Hervé a, si on en trouve dans l'intelligence, mais qu'Hervé a décrit. Vous avez réalisé le premier prototype, vous y avez fait jouer autour de vous. Il va falloir aussi affronter la difficulté de le faire jouer hors de vous. C'est une vraie difficulté parce que ça veut dire être capable, ne me demandez pas, j'ai effectivement quelques protos, mais c'est pas pour ça que je suis venu là, mais c'est une vraie difficulté de dire est-ce que mon jeu est capable de vivre sans moi, parce que effectivement je le connais, ce jeu, je l'aime beaucoup, j'ai peut-être envie de le placer, pas forcément commercialement parlant, mais au moins de l'animer, parce que je l'ai fait et parce que j'ai plaisir à montrer cette création. Il y a un côté un petit peu, pas forcément narcissique négatif, hein, mais il y a forcément un petit côté, je ne l'ai pas fait pour le laisser dans une boîte, je l'ai fait pour le faire jouer et voir que ça tourne et que ça fait plaisir. Donc, je le mets en avant, mais il y a un moment, il va falloir que je m'en détache. Est-ce qu'il fonctionne sans moi ? Est-ce que le jeu tel que je l'ai écrit, est-ce que les règles telles que je les ai écrites sont capables d'être lues, entendues, comprises, et le jeu compris dans son intérêt ludique hors de moi ? Et donc ça veut dire qu'effectivement être capable de prendre de la distance avec son jeu pour le faire tourner. Donc juste une petite précision, quand tu dis hors de moi, c'est par exemple mettre le jeu sur la table, laisser des joueurs qui n'ont jamais vu le jeu lire les règles, voir s'ils arrivent à y jouer seuls sans devoir poser des questions à l'auteur. Et c'est accepter aussi, tu parlais d'humilité, de s'en prendre un peu plein la figure quand on se rend compte que les joueurs qui n'ont jamais vu le jeu ne comprennent pas le jeu et ne le défoncent, voilà. Ou alors effectivement le font complètement bugger parce qu'ils l'abordent d'une façon, d'un regard qui est complètement neuf. Et il va se passer la même chose dans la relation avec l'éditeur. L'éditeur va commencer à le voir, va commencer à voir votre création avec un autre regard qui va être un regard esthétique, créatif, artistique et commercial. Et va donc peut-être imposer des changements. Ça ne sera plus tout à fait votre jeu. Et il y a plein de façons de fonctionner, mais dans le spectre de ces fonctionnements, dans les deux extrêmes, il y a l'auteur qui va dire ben voilà, mon jeu il a été signé, vous en faites maintenant donc ce que vous voulez, puisque c'est entre vos mains, à vous, cher éditeur. Et puis, il y a l'auteur ou l'éditeur qui va proposer un co-développement, mais ça veut dire qu'il y a un moment, il va falloir s'en détacher aussi. Ça va devenir un petit peu autre chose.
Donc après, là, je repasse la parole à Hervé, parce que moi, ce que je ne sais pas, c'est comment est-ce qu'on va l'accepter, comment est-ce qu'on va le vivre. Quand c'est son premier jeu et qu'on y tient, on a travaillé pendant 5 ans, 6 ans, ou peut-être même 10 ans, et que l'éditeur arrive en disant « Ah ouais, c'est super. Par contre, les graphismes, ça dégage. Le thème, on en prend un autre, on va mettre les zombies. Et puis, il faut que ça devienne un party game. Vous êtes fous, c'est un jeu de gestion d'1 h 30. Oui, mais alors si vous voulez le signer, c'est comme ça. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut aussi se préparer à toute cette longue pérégrination jusqu'à éventuellement une édition. C'est bien ce que tu dis, hein. C'est pour ça qu'on l'a invité. Je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Alors pour mon expérience personnelle, en fait, moi j'ai jamais lâché les jeux sans les contrôler. Après, même au niveau d'édition, hein, c'était quand même très très abouti. Bon, c'est assez particulier pour les loups-garous, hein, parce qu'on a vraiment tout fait ensemble, sauf les illustrations. Mais à l'époque, moi je travaillais encore dans la boîte de pub, et tout le montage de la maquette, toute la maquette, je l'ai fait pendant mes... Non. On peut faire un rewind. Ça a coupé. Coupé là. Après mes heures de travail. Non. Monsieur l'inspecteur, bonjour. Non mais sérieusement, non. Sérieusement, après mes heures de travail et le week-end, je venais squatter le studio de la boîte de pub et je travaillais sur les cartes, sur la mise en page. Évidemment, hein, totalement en accord avec Philippe. On était à 100% l'un avec l'autre dans le processus de fabrication. Hein. C'est pas comme maintenant avec d'autres éditeurs. Et non, c'est pas toujours le cas. Et puis même ensuite, les premières séries, je les imprimais. Merci à ICO, merci aux imprimantes Canon. Je les imprimais sur l'imprimante du bureau, sur du Bristol, on les découpait à la main, etc., etc. Bon, mais en fait, donc là, c'était vraiment contrôle total. Hein. Je réalisais les règles, Philippe les réalisait, on les corrigeait, machin, truc. Bon. Est-ce qu'à l'époque, ça te semblait très différent d'avoir ce genre de démarche-là ? Je m'explique. J'ai l'impression qu'il y a une dizaine d'années, un éditeur était capable de voir un prototype arriver avec des bouts de serviette et dessinés au bic. J'exagère un peu, mais vous dodelinez, donc je suis pas loin de la vérité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on arrive avec un prototype, il doit être hyper alléché. Oui, il y a un peu. C'est pas faux. Bravo. Et tu as tout compris. Je pense qu'effectivement, il y a plus de 10 ans. Hein. 10 ans, moi je dirais que ça n'a pas vraiment beaucoup changé. Mais il y a une vingtaine d'années, les prototypes, c'était effectivement des bouts de carton, des machins découpés. De toute façon, ça ne pouvait pas être autrement. On n'avait pas le matos disponible pour faire autre chose. Donc c'était des Bristol de couleur coupés au ciseau, des machins, et tu prenais des trucs et t'expliquais globalement le concept du jeu. Ensuite, l'éditeur transformait ça complètement. Mais de plus en plus, et alors... Avec les imprimantes 3D, je pense que ça va être encore pire. C'est déjà encore pire. T'as carrément le jeu qui est fini, mais erreur. À quoi ça sert un éditeur ? Faut lui laisser le boulot quand même. Mais c'est ça la question que j'avais, c'est... bah justement. On va peut-être pas être d'accord. Alors oui, non mais attends, bon, effectivement, c'est un peu contradictoire ce que je viens de dire et ce que j'ai dit précédemment, parce que... Parce que moi, je contrôle vachement mes jeux, j'ai pas envie qu'il s'en aille ou j'ai pas envie qu'il aille. Mais donc ensuite, pour Skull, bon, ça c'était encore Philippe, donc on a beaucoup discuté. Quand on parle de Philippe, c'est Philippe Despalières, qui est le Despalières de l'édition lui-même. Voilà. Mais c'est un jeu que je traînais depuis longtemps, mais j'avais quand même des impératifs. Je savais que ça avait ça et ça et ça. Et pendant des années, il m'a tanné en me disant, allez, vas-y, file-le-moi le jeu. Mais je lui disais, il est pas prêt. Bon. Puis un jour, il a été prêt, et là, quand il était prêt, tout le monde voulait le faire. Bon. Tous les éditeurs, je veux dire. Mais bon, c'est normal, c'est Philippe qui était dessus depuis longtemps. Après, les autres jeux, je laisse plus la marge aux éditeurs, mais quand même, je ne veux pas que ça dénature l'idée que j'en avais au départ. Mais ceci dit, je comprends aussi très bien qu'un éditeur ait vraiment envie d'orienter un jeu vers la direction qu'il connaît bien. C'est son métier quand même de tester le... Parce qu'il y a un moment, il faut le vendre quand même le jeu. Les auteurs, ah oui, alors ça c'est pareil, c'est un truc, là ça me revient. Quand on est auteur, on ne fait pas des jeux pour les vendre. Enfin, je veux dire, pas plus un style de jeu qu'un autre style de jeu. On espère que son jeu va se vendre, mais personne, absolument personne dans le milieu que je connais, moi, d'éditeurs ou d'auteurs ou de distributeurs, ne dit « il faut qu'on fasse ce jeu, ça va se vendre ». Ça n'existe pas, c'est pas vrai. De temps en temps, on voit dans des forums des trucs « ah ouais, ça c'est bien un jeu pour être vendu ». Bon, d'abord, oui, on espère tous que les jeux vont se vendre.
mais on ne part pas en disant c'est pas un produit, c'est pas de la lessive qu'on fait quand même, hein. C'est quand même un objet culturel. Donc on espère qu'il va se vendre, mais on ne le fait pas en disant on va aller prendre ci et ça de tel et tel jeu pour faire... de toute façon, ça fait un mauvais jeu en général, quand on prend des bouts de machin qui ont du succès pour en espérer en faire un autre. Donc oui, l'éditeur c'est important, mais c'est aussi important que l'auteur ait une vision de son jeu, quoi. Voilà. Mais en tant qu'agent, Gaëtan, par exemple, il y a quand même des jeux où tu vas te tiquer en disant bon, ce jeu-là, je vais le présenter à cet éditeur-là parce que ça rentre dans, je vais plus dire ligne éditoriale parce que c'est presque vulgaire de dire ça à l'heure actuelle, parce que tout le monde a une ligne éditoriale large comme ça. Ouais, Mais ouais. tu sais que tel éditeur va prendre ce jeu-là et tu vas le choisir pour ça. Ouais, tout à fait. Merci. Il est cool, Gaëtan. T'as vu, moi je fais court. Non, le truc c'est qu'en plus je pense que les choses ont pas mal évolué. Quand tu te lances dans le développement d'un jeu, je suis d'accord sur le fait, c'est d'abord une créa pour te faire plaisir. Après, quand un éditeur se lance sur un jeu, il le fait aussi pour que ça se vende. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une démarche à avoir par rapport à est-ce que ton thème colle avec la complexité de ton jeu. Là, on en parlait sur le jeu de tout à l'heure, où on a un thème complètement familial, limite enfant, avec une mécanique archi-gamer, quoi. Donc là, tu te dis, mais comment je vais le marketer, le jeu, quoi. Ensuite, c'est des grosses discussions que nous, on a avec nos auteurs, un peu dépend un peu lesquels, mais justement sur le fait de dire aussi quelle part je laisse à l'éditeur de manœuvre et quelle part j'ai, moi, en tant qu'auteur, pour pouvoir faire comment dire, de dire non, ça tu modifieras pas, ça sera comme ça, point barre, quoi. Moi, je l'ai eu à titre, parce que je suis aussi auteur par ailleurs, mais on l'a eu aussi sur ces échanges-là avec Flick 'em Up, donc qui sort là chez Pretzel, qui est sorti aux États-Unis, qui va sortir en Europe à la rentrée, au mois de septembre-octobre. C'est vraiment de viser le bon public. Donc, tu as vraiment une démarche en disant, mais c'est quoi la cible? La cible marketing, d'un côté, et d'avoir le niveau de difficulté qui correspond avec. Par contre, là, c'est que le jeu, il n'est pas complètement fini. La différence, c'est que Hervé, toi, tu vas, comme tu dis pour Skull and Roses, quand tu l'as laissé à Philippe, ton jeu était fini, quoi. Tandis que là, de plus en plus, on arrive sur du delta. C'est-à-dire qu'il y a pour moi une énorme évolution de ces dernières années, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'auteurs sur le marché. Il n'y a jamais eu un niveau aussi élevé de qualité de jeu. Et autant d'éditeurs aussi, non? Autant d'éditeurs, certes, mais résultat, on a de moins en moins d'éditeurs qui sont prêts à faire le job. C'est-à-dire que pour eux, entre un jeu qui a une super idée géniale, hyper originale, mais ils savent qu'ils en ont pour 2 ou 3 ans de boulot, et quelque chose qui est un peu moins original, mais le boulot il est fait à 90%, ils vont aller vers le 90%. Parce que ça rentre plus facilement sur le marché. Voilà, et ça c'est la majorité. Pas tout le monde, hein, attention, hein, mais pas tout le monde. Mais ça va être le cas principalement. Et nous, dans un des boulots qu'on a au sein de Forge Next, on parle de plus en plus de studios par rapport à ce qu'on fait, parce qu'on va vers ça. C'est-à-dire qu'on essaie de plus en plus d'aller vers le produit fini. On va reparler de Flick 'em Up. Quand on a récupéré le jeu, initialement, le jeu, c'est donc un jeu de pitch où nous sommes des petits cow-boys et on va se tirer les uns sur les autres à travers ce scénario et on va faire une petite aventure de cette manière-là. Le jeu était tout en bois. Le jeu pesait un âne mort, comme on dit, et au coup de prod, la première était assez effrayante. Quand on a présenté le jeu aux éditeurs, on s'est fait bouler de partout. Trop cher à fabriquer et autres. Ils sont pas projetés du tout. En 3 mois, avec Jean-Yves, on a retravaillé le jeu. C'est-à-dire que je suis devenu co-auteur. On a pris une illustratrice, on a retravaillé les plateaux, on a retravaillé les scénarios, mais comme un boulot d'éditeur. Et là, bizarrement, on a eu plein d'éditeurs qui avaient déjà vu le avant. Hein. Mais c'est génial ce jeu. Mais c'était le même. Oui, c'est clair. Mais j'ai le même genre de question. J'ai oublié quand même de mentionner Mea Culpa. Gaëtan est quand même l'auteur de Concept aussi, chez Repos Productions. Quand on voit Concept, c'est un peu comme Skull and Roses. On se dit, mais il n'y a pas de développement là-dedans. C'est tellement simple. Pourquoi faire un plateau avec des icônes? Bah oui, on joue auto. Et pourtant, tu peux le raconter, il y a eu 3-4 ans de boulot autour de ça. C'est le co-auteur, hein, donc avec Alain Rivollet. Je parle souvent de 80-20. Tu as besoin de 20% de ton temps pour faire 80% du boulot et inversement. Tu as besoin de 80% de ton temps pour faire 20% du boulot. Quand on a livré le jeu à Repos Prod, le jeu était fini à 80-90%. Il restait 3 ans. Le boulot qu'on a fait quand on a livré le jeu à Repos Prod, c'est 6 mois de boulot. 3 ans derrière. On pourrait quasiment prendre Cédric Comon, qui est un des patrons de Repos, comme co-auteur. Le boulot d'affinage
sur le jeu, il est énorme. Parce que simplement, le travail d'icône, et c'est vrai que c'est un peu l'idée par rapport à Skull and Roses, le moindre détail est important. Je reprends souvent l'icône dans Concept, qui est l'icône avec l'ourson, où on a un dé, on a un bonhomme en plastique, ou aussi quelques cartes. Au début, on n'avait qu'un simplement un cheval à bascule. Ça voulait dire je jouais. Et ben non, il a fallu rajouter d'autres éléments sur cette icône-là pour représenter l'intégralité de l'idée qu'on voulait dégager. Et ça, c'est simple, c'est des pros qui savent le faire. Donc l'éditeur, il faut que ce soit fait avec l'auteur, je reviens, parce qu'il faut que ça garde la même notion. Et ça, c'est un boulot de phénoménal. Et ça, c'est 3 ans de boulot, quoi. Ça paraît bête, mais c'est long. Et ça ne se ressent pas du tout. On n'a pas l'impression qu'il y a autant de temps. Mais, le truc, c'est que quand ça se ressent pas, ça veut dire que c'est réussi. Voilà. Ce qui est super frustrant pour les auteurs quand ça paraît tellement naturel et que ça a pourtant demandé tellement de travail. Ou alors on est très lent, je sais pas. Mais... Alors pour clôturer, parce qu'on est presque au bout, après je vous laisserai poser des questions si vous en avez, je vais juste vous demander votre ressenti sur quand devrait, à l'heure actuelle, s'arrêter le boulot d'un auteur. Quand est-ce qu'un auteur peut se dire, ça y est, là je peux le présenter à un éditeur et finalement je donne le relais à l'éditeur, avec le contrôle, le niveau de contrôle qu'on veut avoir, mais quand est-ce que vous considérez qu'un prototype est présentable ou devrait donner lieu à une édition ? Ouais, je pense qu'à partir en tout cas pour ceux que j'ai pu rencontrer, c'était pas moi qui prenais les décisions, je faisais juste l'interface avec Philosophia, mais il n'empêche, au moment où on rencontre les auteurs qui nous proposent un projet, les degrés d'aboutissement sont extrêmement variés. Mais s'ils le font, c'est que eux ont jugé qu'il y avait suffisamment à proposer. Et je conclurai du coup là-dessus. Je pense que tout va se jouer sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez voulu avec votre jeu, qu'est-ce que vous en voulez. Vous voulez juste avoir une compensation financière ou X ou Y. Ça peut complètement s'entendre. Ce que je voulais, c'était faire un jeu et me prouver que j'en étais capable. OK. Ce que je voulais, c'était montrer un jeu, il a super bien marché. Si ça se trouve, ça va plaire. Si ça se trouve, je ne me suis pas posé plus la question. Je le propose à un éditeur à ce moment-là. Donc, quel est le bon moment ? Il n'y en a pas. C'est le moment où vous allez décider de le faire en fonction de toute votre expérience de jeu. Et du coup, vous n'allez plus jamais proposer le jeu au même moment, plus vous allez avoir d'expérience. Et vous n'allez pas accepter les mêmes choses en fonction de votre objectif en tant qu'auteur de jeu. Si c'est juste être édité parce que, et une fois encore, je ne suis pas en train de faire un jugement quel qu'il soit, si c'est juste parce que j'ai besoin de voir que mon nom il est sur une boîte de jeu, eh ben très bien, ça veut dire qu'à un moment vous allez lâcher le jeu en disant super, le contrat il est signé, eh ben c'est parti et voilà, j'aurai mon nom sur une boîte de jeu. Donc il n'y a peut-être pas de bons moments, il y a peut-être beaucoup de moments et de rencontres entre des personnes, c'est tout. Et vous aurez ensuite vous à savoir ce que vous voulez faire de votre jeu. Ça c'est juste mon expérience. Merci, Hervé. Je suis assez d'accord pour dire que c'est difficile de dire qu'il y a un moment où on doit dire c'est maintenant. C'est pas. Personnellement, je dirais que le seul indice un peu objectif, parce qu'en fait c'est ça le principe. Est-ce qu'il y a un indice objectif ? Je sais pas. Le mien, c'est quand je me dis la règle elle est bonne, le jeu est bien réglé. C'est que quand tu veux rajouter un point de règle, ça sert à rien. Et que tu ne peux plus enlever non plus de points de règle parce que du coup le jeu ne marcherait plus. Donc il y a une sorte de moment, une sorte d'équilibre. Mais ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui ont besoin d'avoir plein de règles. Donc du coup tu peux en enlever un peu, en remettre un peu. C'est pas trop mon cas. Donc je sais pas. Et puis de toute façon c'est compliqué parce que c'est un peu comme un peintre. Un peintre, quand est-ce qu'il arrête ? Quand est-ce qu'il dit que son tableau il est fini ? Et pourtant tu disais que c'était pas un objet culturel, mais là tu fais vraiment des références à... Oh. Oui, si c'est un objet culturel, ouais. Oui, c'est un objet culturel, ouais. Même si c'est un objet, c'est ça le problème. Voilà. Merci. C'est plutôt pas mal résumé les deux. Oui, en fait. Bon, je dirais plus simple, moi un jeu j'ai jamais fini en fait. Je suis assez à l'extrême. Bon, peut-être pour Skull and Roses si quand même. Mais non, mais ce que je veux dire c'est qu'il est tellement épuré que tu peux pas. Mais dans la majorité des jeux, combien de jeux sont été réédités par rapport à des jeux il y a 15 ans et que finalement on a fait évoluer quoi. Le meilleur moment, tu peux pas le savoir. Si c'est quand ton jeu tourne comme dit Hervé quoi. Mais puis c'est le bon moment quand ça va arriver. Point barre quoi.
Oui, clairement. Mais je pense que c'est vraiment une conclusion, c'est dire un jeu est terminé quand il n'y a plus rien à enlever. C'est une phrase que tu m'as sortie quelques fois. Et je trouve que ça résume vraiment bien le processus créatif. Je vous propose de clôturer là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a... Oui, je vous apporte le micro. Hop là. Merci. Bonjour. Donc, si je suis un auteur et je vais chez un éditeur et je lis mon jeu, il aime bien, combien de pourcents est-ce qu'il peut prendre de mon fric? Et ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est si j'ai bien compris, un éditeur, en fait, il fait donc l'artwork, il fait aussi des changements des règles ou je sais pas quoi. Mais disons que j'ai pas besoin de son investissement. Disons que j'ai l'argent pour produire le jeu. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir cet éditeur? Je suppose oui, pour avoir le contact avec les magasins. Mais est-ce que y a une manière pour dépasser un éditeur pour qu'il prenne pas ma marge, quoi? Merci. Ta marge, deviens éditeur, j'aurais tendance à te dire. Sois éditeur, point barre. Parce que là, dans ce que tu me dis, là, il y a deux choses qui me... moi, je suis assez cash dans ma manière de parler, je préviens tout le monde. Hein. Bon caractère, bon, voilà. Et chose qui me choque, en fait, pour tout te dire. Un éditeur, est-ce que c'est simplement faire du print? Est-ce qu'un éditeur, c'est les magasins? Alors déjà, un éditeur, c'est pas les magasins. Un éditeur, il travaille avec son distributeur. Le distributeur va travailler avec les magasins. L'éditeur va être là sur le salon. L'éditeur, il sait ce que c'est qu'un artwork, il sait ce que c'est que gérer des impressions, il sait ce que c'est que faire du marketing, il sait ce que c'est que faire du commerce, il sait ce que c'est que faire coller une mécanique de jeu par rapport à un vrai design, par rapport à un public. Toutes ces expériences-là, il l'a. C'est une vraie plus-value. C'est lui qui prend les risques financiers. Si on réduit simplement un éditeur à son job de dire de toute façon tout ce qu'il a à faire c'est faire des designs, foutre ça dans une boîte et hop, je pense que c'est se cacher énormément d'un boulot énorme fait par l'éditeur. Déjà. Des pourcentages, ça varie. Enfin, je veux te dire, c'est entre 4 et 8. 4 et 8%. Du chiffre d'affaires de l'éditeur. Le chiffre d'affaires de l'éditeur, et ça varie selon l'éditeur. Et puis 4%, ça peut pas faire énorme, mais bon, si tu signes 4% avec un Hasbro Mattel qui va te faire 200 000 boîtes directes, ça va être bien. Si tu signes un pourcentage avec un éditeur qui te paye au print, c'est-à-dire au moment qu'il a imprimé la boîte, pas quand il l'a vendue, c'est génial. Nous, c'est déjà arrivé. Voilà, il y a plein de trucs qui varient. Il n'y a pas de règle absolue. Ça varie entre 4 et 8. Après, réellement, le boulot de l'éditeur est non négligeable. Si tu es capable de payer ta propre prod, ta propre impression, de faire tout le job, et que tu penses que l'éditeur va pas ramener aucune plus-value, lance-toi. Et prends le risque financier qui va avec. Je peux juste un petit peu avant, ça t'embête pas? C'est bien d'avoir posé la question, hein. T'inquiète pas, hein, il est gentil en fait. Oui. En résumant, tu peux tout à fait, à l'époque moderne, te lancer dans le principe d'être ton auto-éditeur. Hein. Les outils, tu les as. Tu peux facilement trouver un imprimeur, un façonnier. Mais attention, parce que les jeux, c'est compliqué à fabriquer, hein, quand même, mine de rien. Il y a quand même plein de choses qui interviennent. Donc, tu as vu, hein, dans le contrat standard que signe un auteur chez un éditeur, les pourcentages, donc c'est 4-8% par rapport au prix de vente hors taxe. Pas plus. Donc, c'est très peu. Ce qui veut dire, alors, même chose, hein, si vous pensez pouvoir vivre de droits d'auteur de jeux de société, c'est presque impossible en fait. Hein. Il ne s'agit pas de bien vendre des jeux, il s'agit de faire un hit énorme pour pouvoir vivre de ces droits d'auteur. Et longtemps, c'est pas et un longtemps, hit. Et longtemps. Oui. Hein, en l'occurrence, les loups-garous, pour nous, ça a été super. Jungle Speed pour Thomas Warcher et Yako, c'est pareil. Ça s'est vendu énormément pendant longtemps. Double, pareil. Bon, là, c'est un peu compliqué, mais le principe est le même. Ouais, Dixit, très fort. Blocus pour Tavitian. C'est des jeux qui se vendent pas en milliers d'exemplaires, mais en millions d'exemplaires. Et le tirage standard d'un jeu, c'est quoi, 5 000, 8 000 par an? Entre 3 et 5 000 par an. Donc t'imagines le droit d'auteur que ça fait. Ça fait très très peu. Alors, tu peux décider de te lancer dans l'aventure toi-même, parce que tu adores ça, et puis comme ça, tu contrôles tout. Hein, ce coup-ci. Enfin, tu contrôles tout. Tu contrôles tout
tout le look, la fabrication du jeu. Après, il faut que tu trouves un distributeur ou tu passes par Internet. Donc tu te démerdes pour faire connaître ton jeu. Si tu passes par un distributeur, il faut qu'il ait sa marge, le distributeur. Et puis après, il y a les boutiques qui ont leur marge aussi, qui est de 50% à peu près, en résumant. Donc tu vas te retrouver en fait à pas gagner beaucoup plus que si tu étais auteur. Mais surtout, tu vas passer un temps fou. Ça va te bouffer du temps, mais tu peux même pas imaginer. Et des problèmes de trésorerie. Parce que imagine, t'as pas de bol, ton jeu se vend bien. Parce que c'est ça en fait, le pas de bol. Il se vend vraiment bien. Tu fais un premier tirage de 3000 exemplaires, un peu truc standard à peu près, qui permet d'alimenter les boutiques francophones. Il se vend bien. Et les boutiques te disent, mon pote, alors là, ton jeu c'est génial, moi je t'en recommande tout de suite. Il dit, oui, mais j'en ai plus moi là des jeux. Il dit, ouais, mais comme t'es malin quand même, t'en as prévu avant que tu sois en rupture de stock. Hein. Parce qu'en plus, si t'es en rupture de stock trop longtemps, ton jeu, il est mort. Donc t'es un mec super balèze. Avant que t'aies vraiment plus de stock, tu dis, putain, il faut que j'en fabrique. Puis comme tu sens qu'il y a vraiment un bon succès, et donc c'est une courbe de croissance quasiment logarithmique, tu dis, je vais en faire le triple. Donc, l'argent que tu n'as pas encore reçu des boutiques ne couvrira pas les frais de fabrication des prochains jeux que tu vas faire. Mais vraiment, parce que ton jeu est génial, ta deuxième édition, elle est épuisée en 3 mois. Bon, allez, 6 mois. Ouais, bon, allez, en 6 mois. On va être quand même un petit peu plus réaliste. Et là, ce coup-ci, tu commences à aborder les moyennes surfaces qui disent « mais je le veux, ce jeu ». Sauf qu'eux, évidemment, ils en veulent plus et ils vont le vouloir moins cher, bien sûr. Donc tu vas encore en faire plus, en fabriquer plus, mais tu n'auras toujours pas l'argent que cette fois-ci tu as reçu de tes tirages précédents, qui ne suffira pas à payer la fabrication du nouveau tirage encore plus important. Et ça va durer pendant 2-3 ans, si vraiment tu as un gros succès. Et au bout de 2-3 ans, alors là par contre tu touches le jackpot, hein. Là c'est sûr. Mais il faut tenir le coup. Et tu vas y passer ta vie. Alors si tu n'as pas de boulot, c'est bon. Si tu as un boulot, tu peux pas. Hein, c'est pas Donc, du coup, c'est bien d'avoir un éditeur. Si tu as une famille, préviens-la. Et là, c'est en cas de succès, parce qu'évidemment, en cas d'échec, tu auras perdu ton pognon. Ouais. Mais sinon, on peut le faire. On peut. C'est pas du tout un problème technique, ni un problème... et même, à la rigueur, même pas financier. Parce que si tu fais un petit tirage de 2-3 000 exemplaires, on va dire, allez, au pire, tu t'investiras 5 000 €, quoi, un truc de ce genre-là. Ça dépend du jeu. Hein. Un jeu de cartes, 5 000. Ouais. Bon, un jeu de plateau, 10 000. T'es vite à 30. Hein. 15-20 000 quand même, ouais. Oui, parce qu'il y a un truc aussi dont on ne se rend absolument pas compte quand on n'est que joueur. Ouais. Un jeu, normalement, tu mets 45-50 000. Ouais. C'est qu'en fait, les jeux, ça coûte super cher à fabriquer. Et il ne faut pas que ça coûte cher. Donc, tu as un gros problème. C'est que, pour te donner une vague idée, alors je ne suis pas un grand spécialiste, mais je crois que je ne vais pas dire des bêtises quand même. Par rapport au prix de vente du jeu, celui que nous, on paye dans une boutique, il faut que ton coût de fabrication du jeu, donc complet, avec les règles, le pelliculage, les trucs à l'intérieur qui sont mis à la main en général, il faut que ce soit 1/6 à peu près, c'est ça, 1/6 du prix de vente. Donc un jeu qui est vendu 30 €, il ne faut pas qu'il coûte plus de 5 € en fabrication, tout fini. Sachant que là-dedans, évidemment, tu as le prix de rémunération de l'auteur, de l'illustrateur, et patati et patata. Logistique. Et en n'oubliant pas les faux frais, oui, dont on n'a pas forcément parlé. Il va falloir se déplacer, il va falloir payer l'hôtel pour aller sur les salons, rencontrer les boutiques, etc. Enfin bon, il y en aura encore d'autres. Il n'y a pas que la fabrication. Malheureusement, là, ça c'était le pas de bol, j'ai du succès. Et il y a le vraiment, vraiment pas de bol, ça n'a pas marché. Et je me retrouve avec 3000 boîtes dans mon garage, dont j'ai vendu les 300, alors 150 à la famille et les cousins, et 150 à des gens qui ont vraiment été intéressés. Le pire dans tout ça, quand je dis ça, c'est qu'il y a même pas de méchanceté, ou c'est même pas pour piquer. Le pire, c'est qu'en fait, le jeu, peut-être, il est bon. Peut-être. Mais il y a un tas de paramètres, et je l'ai dit, et là pour le coup, je vais le dire en public, comme ça je ne le répéterai plus, mais comme je radote, je le redirai. Ça a été la première leçon que Mathieu Despnous, le patron de Cocktail Game, m'a donnée, et qui m'a vraiment marqué. Tu peux avoir un jeu où tous les voyants sont au vert, en tant qu'auteur, ou dans la relation avec l'éditeur. Tu as fait une bonne communication, le jeu il sent bon, la règle elle est claire, les retours des joueurs ils sont bons, ton jeu ne se vend pas.
Et tu peux avoir un jeu qui a été fait sur un bout de table en 15 minutes signé parce que l'éditeur était bourré après un festival, ça arrive, hein, donc vous Non, pourriez pas ici, pas au pas Brussels ici, Game pas au Festival. BGF, et en 15 minutes. Mais il n'empêche que ce jeu, t'as pas fait de communication, t'y croyais pas, et ce jeu, il fonctionne. Donc ça veut dire que ce n'est pas non plus l'édition du jeu, faire un jeu n'est pas une science exacte. Donc il y a beaucoup plus de situations, et on n'en parle pas parce que ce pas des situations qui ont remporté un succès. Personne, je crois, ne va aller clamer sur un forum ou en salon comme ça. Moi, j'ai fait un jeu et j'en ai 2700 dans mon garage parce qu'il ne s'est pas vendu. Donc, toutes ces expériences-là, on en entend très peu parler. Et il n'y a qu'à voir aussi le nombre de projets Kickstarter. Alors, c'est le thème d'un autre débat. Mais le nombre de projets qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent tout juste pour juste donner les boîtes à ceux qui ont commandé. Et puis, finalement, le jeu disparaîtra avant même d'arriver quelque part. Donc, voilà, mais c'est possible, je le reprends, je le redis, mais je pense qu'il faut savoir raison garder et peut-être se méfier. Oui. Juste l'exemple pour dire le jeu qui peut cartonner, alors pour moi peut-être le meilleur exemple, c'est Anabi. Anabi, quand le premier tirage c'est chez les 12 singes, le jeu n'a pas fait un méga tabac. Le jeu a pu sortir du lot, avoir l'énorme succès mondial qu'il a eu grâce à Mathieu Despnous, l'auteur quand il l'a repris chez Cocktail Game et qu'il a été l'emmener chez Abacus et autres, c'est là que le jeu a explosé. Alors que le jeu était sur le marché depuis 2 ou 3 ans chez un autre éditeur. Donc c'est pas parce qu'un jeu est bon qu'il va se vendre. Oui. D'abord, merci aux intervenants. Donc, nous sommes une jeune boîte en création dans le domaine aussi. 3 ans de bulle pour plusieurs prototypes aussi. L'élément One Trick Pony que notre ami français a développé est tout à fait essentiel pour les créateurs. Ça, il faut le savoir qu'il faut aussi pouvoir se mettre dans une bulle perméable en s'imprégnant un peu du marché, des salons aussi. Et à un moment donné, il y a un élément qui dit effectivement quand il n'y a plus rien à amener ou à enlever, ok, le produit est prêt. Alors les 10 ans, ça nous fait grand plaisir. À titre d'exemple, il y a environ 50 ans, quand on m'a montré le jeu d'échecs, j'avais 7 ans, je venais d'apprendre à écrire comme tout le monde. Première question que j'ai posée, pourquoi est-ce que le damier s'arrête à la lettre H ? 8 par 8, les lettres H. Bon, ben voilà, moi, il m'a fallu quasi 50 ans pour déposer Chess 2.0, donc je suis titulaire des échecs 2.0, ça ne se décrète pas. Mais voilà, ça peut se prouver et se démontrer, donc on est en démarrage là-dessus. C'est un exemple qu'il ne faut jamais lâcher le morceau, il faut croire à ses idées, les enrichir, savoir élaguer aussi. Mais alors, j'arrive à une question précise. Si on se met à la croisée donc, de la 3D, comme ça a été évoqué, du crowdfunding et du web, et il y a quand même de plus en plus de all-webbers, des gens qui se développent, et y compris dans la vente et le marketing, qui se mettent en place eux-mêmes, avec des moyens, de l'infrastructure. Est-ce que vous pourriez parler d'exemples de personnes ou de boîtes en tout cas, réussies, il doit y en avoir, qui jusqu'à présent ou peut-être dans les années à venir pourraient travailler sur ce schéma-là. Par exemple, nous on développe Full Web avec crowdfunding. J'aurais parlé tout de suite de Guillotine Games avec Zombicide. Immédiatement, voilà, gamer. C'est le premier truc qui me fait arriver. Après, moi j'ai des beaux échecs, Witty Games, pas mal ça. Et la bonne différence entre les deux, j'aurais tendance à te dire une bonne com. Full Web, tu peux y aller, mais il faut la com, le marketing avec. Oui, tout à fait. Mais bon, sur Board Game Geeks, aux States par exemple, il y a 200 000 visiteurs par mois sur Board Game Geeks. Ouais. Enfin, il y a des moyens de référencement aujourd'hui qui n'existaient absolument pas il y a 5 ans, ça démarrait aussi, quoi. Clairement, enfin. C'est vrai qu'il y a des moyens de référencement, mais une fois encore, il n'y a pas de formule magique. Parce que s'il y avait une formule magique, s'il y avait une recette, je pense que d'autres en auraient profité, l'auraient trouvé. Et voilà. Donc il y a le nombre. Il ne faut pas non plus oublier que le web, dans sa particularité, est aussi un prisme déformant. 200 000 visites sur Board Game Geek par mois, Board Game Geek par mois, ça donne 200 000 visites par mois, et point. Si sur ces 200 000, le jeu que j'ai fait, je le fais tourner super bien sur Board Game Geek, etc., et il touche les 5000 personnes qui vont être intéressées par mon jeu et qui vont être contents, mais qui ne fourniront pas
la communication horizontale, pour aller toucher d'autres joueurs. Eh ben, je vais vendre mes 5000. Pourtant, j'ai touché les 200 000, mais les 5 000 intéressés par mon jeu que je ne pouvais pas estimer avant, je ne peux pas le savoir. C'est eux qui disent « Ah oui, ça nous a plu, le jeu, il me va bien ». J'ai touché ces 5 000. Ces 5 000 ne font pas de communication horizontale et ça s'arrête à 5 000. Et pourtant, j'ai touché les 200 000. Donc, je ne pense pas qu'il y ait, une fois encore, je le répète, ce n'est qu'un avis, mais je ne pense pas qu'il y ait de formule, de recette qui amènera à une réussite, quand bien même on a mis tous les voyants au vert en communication verticale, en communication horizontale, en marketing, en design, et des mots anglais que je ne comprends pas. Donc je ne pense pas qu'il y ait de recette finale et totale. On maîtrise certainement beaucoup plus de choses qu'à un moment, mais ça ne fait pas tout. Enfin, je pense. Mesdames, Messieurs, je suis obligé de mettre fin à ce débat. Je suis sûr qu'on pourrait en parler encore beaucoup de temps. Je vous propose de remercier avec vos petites mains Guillaume Gigleux, Hervé Marly, Gaëtan Bojano. On se retrouve je vous propose de se retrouver dans 15-20 minutes, le temps de switcher. On a une conférence sur le droit d'auteur et son impact sur la création d'une manière générale. C'est Arnaud Vanek qui va venir nous présenter. Là, il trépigne d'impatience. Ce sera plus un mode conférence, mais aussi avec un côté très interactif. Donc n'hésitez pas, allez vous aérer un petit peu, vous rafraîchir. Il y a de l'eau dehors et de revenir vous sécher ici dans 10 minutes. Merci beaucoup.